Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires et organisations, chers collègues de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons vous présenter le déroulé du programme de cette matinée, qui est comme suit. Nous aurons le mot de bienvenue et l'introduction de la part de son Excellence, M. Paraina Auguste, ambassadeur de Madagascar et doyen des ambassadeurs. Et ensuite, nous aurons la présentation du rapport annuel sur le dividende démographique en Afrique de l'Ouest et du Centre, rapport d'étape 2018 et perspective pour 2019 qui sera présenté par Mabie Ngom, le directeur régional de l'UNFPA en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et juste après, nous allons inviter le doyen et monsieur le directeur de lever le tissu sur le rapport. Après les différentes interventions, les échanges, nous aurons le mot de clôture de son Excellence, ambassadeur Paraina Auguste, qui va amener la cérémonie à sa fin. Merci. Messieurs et mesdames, chers collègues ambassadeurs, ils sont venus très nombreux aujourd'hui. Il y a le Rwanda, le Ghana, la Grande-Bretagne, l'Égypte, le Zimbabwe, le Liban, le Niger, la Gambie, l'Union européenne, le Burkina Faso, le Venezuela, il y a aussi le Capo Verde, il y a la Guinée-Conakry. Donc tout le monde est là presque. Donc merci. Je voudrais remercier tous les ambassadeurs chefs de mission. Est-ce que je n'ai pas oublié? La France aussi, excuse-moi. Mes premiers mots donc sont d'abord pour remercier tous les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, les représentants, les chargés d'affaires qui ont aimablement répondu à cette invitation malgré leurs agendas très chargés. Je vous en suis très reconnaissant. Je voudrais également faire une mention particulière à vous, M. Mabie Ngom, directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'africaniste engagé, champion des dividendes démographiques. Votre optimisme contagieux nous renforce dans notre conviction d'un avenir radieux pour l'Afrique à l'horizon 2063, dans le cadre de la vision de l'Afrique que nous voulons, avec des jalons bien marqués d'ici 2030, dans le cadre des objectifs du développement durable. D'ailleurs, sans votre engagement stimulant et votre soutien sans faille, nous n'aurions pas eu ces échanges périodiques que nous avons eus ces 3 dernières années. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme je l'ai dit tantôt, notre rencontre de ce jour entre dans les échanges périodiques que nous avons avec le bureau de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui, depuis 2017, nous a entretenus sur le rôle catalytique de la capture du dividende démographique dans la réalisation de l'Afrique que nous voulons en 2063. Cela a commencé avec la présentation des tenants et aboutissants de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique, puis a été suivi par la présentation de manière périodique du rapport d'étape. Ce jour, nous aurons le privilège de prendre connaissance du rapport d'étape de 2018. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année 2019 est également une année exceptionnelle pour l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, que la majorité de nos pays soutient dans l'accomplissement de la noble mission qui lui a été confiée. En effet, le FNUAP célèbre cette année ses 50
ces 50 années d'accompagnement des pays pour que chaque grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et chaque jeune réalise pleinement son potentiel. À l'UNFPA, nous disons joyeux anniversaire, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Afrique et plein succès dans l'attente de vos résultats transformateurs que sont l'élimination des mortalités maternelles évitables, l'élimination des besoins non satisfaits en planification familiale et l'éradication des pratiques néfastes telles que les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. L'Afrique sera toujours à vos côtés. Je voudrais m'arrêter là et nous souhaiter à nous tous une session productive d'échanges enrichissants sur ce sujet important qu'est la capture du dividende démographique en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur l'ambassadeur. Donc, je crois que donc, je vais suivre un peu les conseils de monsieur l'ambassadeur et nous allons faire en sorte que nous puissions avoir une version anglaise du PowerPoint, en plus un peu des rapports qui sont la version anglaise. Mais encore une fois, je voudrais, avant de commencer, présenter mes excuses solennelles donc, à ceux qui ne seront pas en mesure de suivre convenablement la conversation. Merci. Excellence, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique, chers collègues des organisations internationales du système des Nations Unies, donc je mentionne d'ailleurs ma collègue, l'assistante secrétaire générale Ruby Sandou, qui est là avec nous, représentant de Mohamed Chambas, donc Mamadou, le directeur régional adjoint, donc du bureau régional. Je vais également distinguer Cécile, qui est la représentante pour le Sénégal. Et nous avons tout autour l'ensemble des collègues qui font le travail au niveau du bureau régional. Donc, et qui, en tout cas, 365 jours, donc, travaillent pour vos pays. Donc, je voudrais d'abord me féliciter de cette opportunité que nous avons pour avoir cette conversation ce matin. Il vous souviendra, l'année dernière, vous verrez la photo sur l'écran, nous avons fait la promesse de continuer ce que nous avons commencé il y a de cela 2 ans, de vous convier à une rencontre régulière pour vous rendre compte de ce que nous avons fait les derniers 12 mois. Nous le faisons également avec vos collègues de New York. Et je crois que cela fait exactement 1 mois, en marge de notre conseil d'administration, que nous avons eu une réunion avec les ambassadeurs et chefs de mission au niveau des Nations Unies pour partager avec eux ce que nous sommes en train de faire ici, en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je voudrais ensuite vous remercier pour l'accompagnement, la collaboration, le soutien dont mes collègues et moi-même avons bénéficié donc, tout au long de l'année 2018. Mais avant de continuer, je peux également vous réitérer notre engagement donc, collectif à continuer à œuvrer pour accélérer et renforcer ce que nous faisons pour vos pays, pour vous accompagner dans vos agendas de développement. En 2018, nous avons effectivement continué notre fameux chantier sur le dividende démographique. Et la raison est très simple. Nous nous sommes dit que c'est un chantier extrêmement important, donc une aspiration de l'Union africaine, donc des pays de l'Union africaine, et un chantier qui n'est pas un chantier qui se joue en 2 jours ou en 3 jours. Et vous savez mieux que moi qu'une des choses que nous n'avons pas très bien fait dans le passé, c'est vraiment de tracer la route et de continuer le chemin jusqu'à ce qu'on réalise l'objectif que nous voulons réaliser. Et nous savons tous que la capture du dividende démographique, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 1 année ou en 2 années. Donc, je voudrais dire que nous sommes restés focalisés sur le chemin que vous avez tracé, que l'Union africaine a tracé, et tout ce que nous avons fait pendant cette année a pratiquement tourné autour de la capture du dividende démographique, donc du renforcement, de la consolidation des actions que nous avons posées les années précédentes. Donc nous avons, je peux dire, fait 3 choses de façon générale.
La première, c'est que nous avons renforcé le travail de plaidoyer. Le travail de plaidoyer, le travail de mobilisation de toutes les forces vives. La deuxième chose, c'est que nous avons également fait des pas additionnels dans le domaine de l'opérationnalisation de la capture du dividende démographique. Et la troisième chose, je pense que je peux dire que nous avons fait, nous avons renforcé nos efforts de mobilisation de ressources. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que, comme je disais, c'est un chantier important et c'est un chantier qui demande des ressources substantielles qui ne sont pas toujours disponibles au niveau des pays. Donc voilà un peu les trois grandes choses que que nous souhaiterons partager avec vous. Donc nous allons présenter un certain nombre de slides donc pour visualiser, pour immortaliser donc certaines des actions que nous avons menées dans l'année. Elles ne sont pas très bien organisées, mais peut-être d'ailleurs c'est mieux. C'est une façon de vous donner en tout cas un sentiment ou en tout cas une certaine idée de ce que nous avons essayé de faire pendant l'année 2018 en partenariat avec vos pays, avec vos institutions. Parce que, je dois le dire ici, nous n'allons jamais être capables de le faire sans une participation active des partenaires. Je pense notamment à la Banque mondiale, avec qui nous travaillons, mais également aux autres agences du système des Nations Unies, avec qui nous faisons équipe pour faire avancer ces chantiers dans les différents pays où nous travaillons. Donc, les 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Slide, please. Je crois que, je le dis partout, la question de la réalisation de l'Afrique que nous voulons et la question de la réalisation des objectifs de développement durable sont deux questions qui sont en parfaite phase avec l'agenda de capture du dividende démographique. Et je dis souvent, et je dis toujours, et je le répète, que l'agenda dividende démographique, son montage, son concept, nous donne un peu un blueprint pour gagner le pari de l'agenda de développement durable. Et je dis également régulièrement que s'il y a une chose de nouvelle donc dans l'agenda de développement durable, comparé aux objectifs de développement millénaire, c'est son caractère intégré. Et peut-être le 17e objectif qui porte sur les partenariats. Et je crois que c'est exactement la direction stratégique que suit un peu notre mode d'engagement pour la capture du dividende démographique. Parce que nous ne sommes plus dans des approches en silo, où vous avez l'éducation à droite, la santé à gauche, la gouvernance quelque part, mais nous avons une certaine symbiose qui vraiment est au cœur de l'agenda du dividende démographique. Et je dis toujours que donc, nous pouvons, à travers l'agenda du dividende démographique, trouver un moyen, un chemin critique qui nous permet un peu de donner corps à ce que nous appelons un peu cette intégration qui, encore une fois, est la seule chose nouvelle si on met l'agenda de développement durable et les objectifs de développement durable à côté. Et je pense le partenariat, parce qu'en réalité, et nous allons le voir tout à l'heure lorsque nous allons parler un peu de notre guide de programmation du dividende démographique, ou bien du guide que nous avons élaboré et que nous avons mis à la disposition des équipes pays des Nations Unies, pas seulement UNFPA, mais des équipes pays, et d'ailleurs, ce sont des guides qui peuvent même être utilisés au-delà du système des Nations Unies pour que nous puissions travailler ensemble, la main dans la main, dans un esprit de résultat et dans un esprit de soutien au pays et éviter que chacun ne fasse cavalier seul. Donc je crois qu'au-delà de nos activités, au-delà de nos interventions, je pense, nous intervenons, nous investissons beaucoup dans l'amélioration des modes de fonctionnement de nos partenariats, dans l'amélioration de l'efficacité de l'aide de façon générale. Et je crois que c'est un apport extraordinaire dont nous ne parlons pas souvent et que je voulais mettre sur la table ce matin. Vous voyez ici un peu un événement que nous avons organisé à New York en marge de l'Assemblée générale. Je pense qu'il a été d'ailleurs l'un des événements les plus visibles, les plus appréciés, où nous avons regroupé la communauté internationale autour de la première dame du Niger, je pense, qui est une véritable championne des questions de population et de développement. Donc là, nous parlons un peu du Niger avec les taux
de fertilité les plus élevés. Donc nous avons un peu cette situation extrêmement compliquée du mariage des enfants avec son lot de misère. Et nous sommes très honorés de ce partenariat que nous avons avec les plus grandes autorités nigériennes pour d'abord porter le dossier au niveau national, mais également le porter au niveau international. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un climat extrêmement favorable pour la résolution de ce douloureux problème au cœur du bassin du lac Tchad, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi. Donc je pense que c'est un événement qui a été vraiment... nous avons eu la participation d'un nombre impressionnant d'autorités et je crois que les effets vont se faire sentir dans les années qui suivent en termes d'engagement additionnel de la part des partenaires, mais également d'une mobilisation encore beaucoup plus forte au niveau même du pays. Et ce que j'avais trouvé d'ailleurs intéressant, c'est le défilé des principaux ministres pour venir décliner devant la communauté internationale leur agenda pour soutenir un peu l'accélération de la capture du dividende démographique, de l'éducation des filles, à la santé de la mère et de l'enfant, mais également de l'engagement personnel de la Première Dame et du Président que j'ai eu l'honneur de rencontrer le soir dès son arrivée à New York pour parler du prochain sommet de l'Union africaine où il entend donner un coup additionnel à cet agenda pour la capture du dividende démographique. Next slide, please. Nous avons, dans le cadre de notre engagement également, ça c'est un chantier vraiment qui m'est très cher, l'engagement avec les religieux donc, et les autres leaders traditionnels. Je pense que c'est un domaine où nous pouvons faire des sauts qualitatifs extraordinaires en termes de changement de comportement. Et je parle un peu de changement de comportement durable. Je ne parle pas de changement de comportement sporadique qui, en tout cas, vous ne réalisez pas quelque chose de durable. Donc je crois qu'il est extrêmement important de continuer un peu cet engagement avec les leaders traditionnels et religieux. Donc pour des raisons évidentes. D'abord, ces leaders sont écoutés, ces leaders bénéficient un peu de la confiance des communautés et ces leaders nous permettent un peu de réaliser ce qu'on appelle souvent dans un langage un peu plus compliqué, même value for money. Parce que nous avons la possibilité, à travers cet engagement, de faire des investissements assez faibles. Ça prend du temps, mais je crois que ça nous permet de nous attaquer aux problèmes, là où vraiment le mal se trouve, si je peux dire. Donc, on s'attaque aux problèmes à la racine. Et vous voyez bien ce qu'il est possible de faire lorsque vous allez dans une communauté, donc au fond de ces pays, et vous arrivez à mobiliser les leaders politiques, les leaders traditionnels, les leaders religieux, et même les communicateurs traditionnels, pour parler de certains cas. Donc, ils ont la capacité de faire passer les messages, donc avec la sensibilité qui s'y est, dans une ambiance de confiance, et chemin faisant, je crois que nous avons la possibilité de toucher les populations sans pour autant créer un certain nombre de frictions ou de manque de confiance. C'est un chantier, en tout cas dans lequel nous nous sommes beaucoup investis et nous avons quand même des signes assez porteurs que malheureusement, nos instruments de monitoring et d'évaluation n'arrivent même pas à comprendre. Je ne pense même pas à les saisir. Et je peux vous donner quelques exemples. Si nous arrivons, par exemple, dans un pays comme le Nigeria, à une situation où c'est l'émir du Kano qui vient faire une présentation du dividende démographique pour convaincre les autres leaders religieux en présence du président Buhari, je crois que ça, ce sont des évidences assez fortes pour, en tout cas, magnifier les changements de comportement, les transformations dans les valeurs dont nous avons besoin plus que nos indicateurs traditionnels qui, visiblement, ne sont pas toujours capables à saisir un peu ces transformations les plus fondamentales et qui marquent un peu l'entrée de l'Afrique dans une ère nouvelle. Au Burkina, comme je le dis, c'est le Moronaba lui-même
qui s'est positionné comme champion, et les leaders religieux que j'ai rencontrés, donc, sont venus me rendre compte lors de la réunion récente avec la Première Dame sur le cancer. Ils ont demandé à me rencontrer, et c'était pour me dire qu'écoutez, ils venaient de nommer le président Roch Kaboré comme leur champion pour la capture du dividende démographique. Donc, vous voyez, des communautés, des personnalités avec qui les rapports ont été souvent assez complexes, sont non seulement convaincus, mais ils sont aujourd'hui en train de se positionner comme étant les advocates, ceux qui sont chargés de faire le plaidoyer pour des dossiers pour lesquels, dans le passé, on n'osait même pas les approcher, encore moins avoir une conversation. Donc je crois que ce sont là quand même des éléments assez porteurs qui montrent que nous avons fait un pas extrêmement important dans les changements de comportement, dans les changements de valeurs, et je pense qu'ils sont fondamentaux si nous voulons des transformations, pas des spectacles qui ne traduisent pas un peu quelque chose de concret sur l'avenir des pays. Donc je voudrais vraiment insister. Au Sénégal, vous voyez un peu notre fameux événement avec le ministre de la Culture, le ministre du Genre, avec Haj Mansour, qui est une sommité. Et je pense que lorsqu'il parle de ces questions, je crois que tout le monde écoute. Tout le monde écoute. Donc je crois que c'est quelque chose que nous n'avons pas souvent fait. Et mieux, en Guinée, nous avons eu une situation similaire, où nous avons eu les griots qui ont également apporté leur contribution à la construction de cet édifice. Et d'ailleurs, en Guinée, on disait qu'on ne communiquait pas, parce que souvent nous avons utilisé des moyens de communication qui étaient des moyens de communication pour peut-être ceux qui sont dans cette salle et qui sont déjà convaincus. Mais des moyens, des méthodes de communication pour toucher les personnes qui sont très loin. Et ces personnes dont il s'agit véritablement, lorsque nous parlons un peu de ces changements de comportement, donc il y a quelque chose que nous devons apprendre de cette expérience. Et je crois, et mon équipe également, que nous avons un potentiel sur lequel nous pouvons en tout cas bâtir pour accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité. Et je dois apprécier ici l'engagement des chefs d'État de la région. Je crois que partout où nous avons été, nous avons vu un engagement extrêmement fort. Je me rappelle en Guinée, le président est venu parler avec les communicateurs traditionnels. Partout où nous avons été, nous avons senti un engagement très fort. Et je crois que c'est le moment de le dire, c'est le moment de le saluer, et c'est le moment également d'inviter la communauté internationale et les partenaires à continuer leur accompagnement, à continuer leur soutien pour que ces pays-là puissent réaliser leurs aspirations. Next, please. Et ça, c'est lors du sommet des jeunes. Nous avons tenu, en marge un peu du sommet sur l'éducation, de mettre l'accent sur la question du dividende démographique. C'était une façon de rappeler aux organisateurs que le dividende démographique est une approche intégrée. Et je pense que, on le dit souvent, on ne peut pas signaler à gauche et tourner à droite. Donc c'est le choix qui a été fait, et il faut qu'à chaque moment, que nous puissions quand même rappeler cet agenda, rappeler un peu les bienfaits un peu d'un agenda intégré, rappeler ce que nous pouvons en tout cas tirer comme gain d'efficacité lorsque nous investissons dans des opérations qui sont synergétiques. Et avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse, nous avons fait un certain nombre d'actions, pas seulement ici au Sénégal, mais à travers plusieurs pays. Je pense qu'il a été au Ghana, en Gambie, donc au Sénégal, au Nigeria et en Afrique du Sud. Donc, et je crois que si vous voulez bien suivre ces tweets et ces déclarations à l'issue de sa visite au Sénégal, vous verrez un peu que cette région est en train quand même de gagner en termes de popularité, de soutien, et ceux qui passent apprécient le dynamisme de notre engagement en faveur de la jeunesse. Next, please.
Ça, c'est le guide pour l'opérationnalisation du dividende démographique, parce que c'est vrai qu'il y a un engagement politique, il y a une feuille de route qui a été déclinée. Bon, il y a une volonté politique, mais je crois que ce n'est pas suffisant. On a besoin quand même d'outils opérationnels, d'outils méthodologiques qui doivent en tout cas guider donc, la capture du dividende démographique. Même pour les opérations traditionnelles qui sont moins complexes, nous avons besoin d'outils. Maintenant, lorsque nous voulons inviter un nombre important de partenaires à travailler sur différents secteurs, sur un dossier aussi sensible, je pense que nous avons besoin d'avoir une démarche méthodologique, une démarche systématique, une démarche ordonnée, organisée, donc pour éviter de créer des coûts de transaction additionnels dont les pays n'ont pas besoin. Et vous le savez mieux que nous, même ensemble dans un bureau, nous ne travaillons pas toujours très bien ensemble. Je pense que ce guide nous permet de travailler de façon méthodique. De façon méthodique et, comme on dit en anglais, to help and not harm. Donc, ce que nous voulons à travers ce guide, c'est de décliner la méthodologie, les étapes, comment nous pouvons aller vers la capture du dividende démographique. Et ça nous permet également d'éviter où n'importe qui peut se lever, faire n'importe quoi et dire « oui, j'ai fait la capture du dividende démographique ». Donc, c'est un guide qui nous a pris beaucoup de temps, je dois l'avouer, parce qu'il est tout nouveau, donc il n'existe pas ailleurs. Il n'existe pas ailleurs. C'est une réflexion, d'ailleurs, que j'ai personnellement menée pour développer le concept, les différentes étapes. Et je suis content qu'avec le partenariat avec la Banque mondiale, dans le cadre du Suède, nous avons mobilisé l'expertise internationale qui nous a permis aujourd'hui de disposer de ce guide qui est à votre disposition, et mes collègues se feront un peu le plaisir de partager avec qui souhaiterait avoir une copie. Nous avons également une version électronique, et d'ailleurs je peux vous dire qu'au moment où je parle, nous venons de réaliser la première formation donc en Mauritanie, il y a de cela quelques semaines, et j'ai eu des feedbacks extrêmement encourageants de la part des pays qui ont eu l'opportunité de participer à cette première formation. Mais ce n'est pas suffisant. Et je parle d'ailleurs avec mes collègues, je pense qu'il faut qu'on puisse faire en sorte que, au moins dans chaque pays, qu'on puisse avoir une formation en 2019. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas changer la situation de ces pays en formant une personne ou deux personnes. Donc je pense que d'un point de vue stratégique, nous devons maintenant penser à déployer l'outil, à partager l'outil, même en dehors de notre juridiction, pas seulement dans le reste du continent, mais dans les autres pays qui d'ailleurs font appel à nous régulièrement pour partager un peu nos expériences, mais également pour, en tout cas, les aider à suivre un peu la voie que nous nous sommes tracée. Et je crois qu'il est de plus en plus fréquent que, on ne l'a pas eu très souvent dans le passé, que d'autres continents, d'autres pays fassent appel à nous pour bénéficier de nos outils et de nos expériences. Donc, je vais en profiter pour rendre hommage à mes collègues. Donc, nous ne sommes pas une grande équipe. Nous ne sommes pas une grande équipe, nous sommes 30 ou 40 personnes, donc y compris le personnel d'appui, donc qui couvre 23 pays et qui, en dehors un peu de ce que nous faisons pour les pays, nous travaillons de façon continue avec le siège et les partenaires. Donc, c'est une toute petite équipe donc, qui est à Dakar et qui se démêle comme elle peut pour répondre aux préoccupations de vos pays. Nous avons lancé, en plus du Suède, qui poursuit son bonhomme de chemin et qui fait d'excellents résultats, je crois, nous avons lancé une initiative d'opérationnalisation en milieu urbain populaire, ici à Fas. Donc, initiative qui est maintenant, que nous avons maintenant passé au bureau pays, donc à Cécile et à son équipe, donc pour continuer le processus. Mais je dois vous dire que dans un pays comme c'est la Guinée a récemment lancé son initiative à Rotini. Et je crois que le Mali et le Tchad et le Niger sont en train de suivre. Je crois qu'il y a pas mal de leçons qui peuvent être apprises des processus qui nous ont un peu retardés. Mais je pense qu'il y a une bonne dynamique, il y a un bon engagement des autorités locales. Parce que
nous savons que ces pays présentent quand même des configurations différentes, hein, donc d'une commune à une autre. Donc là, il s'agit d'une initiative qui a été construite, qui a été conçue pour répondre aux besoins d'un terroir assez spécifique, donc celui de Fass, qui est juste à côté. Je pense que c'est 1 kilomètre d'ici, peut-être même moins d'1 kilomètre. Donc, et si vous quittez le Radisson, vous allez à Fass, vous verrez que il y a un problème d'homogénéité extraordinaire auquel la capture du dividende démographique, hein, son opérationnalisation, donc en milieu urbain, populaire, je pense, pourrait aider. Mes collègues peuvent vous en dire plus. Ça, c'est la visite du vice-premier ministre belge de Croo à Fass. Donc, nous avons quand même eu l'occasion de lui présenter le modèle et je pense qu'il a beaucoup apprécié un peu le concept et le potentiel. Maintenant, il va falloir accélérer la mise en œuvre donc, et faire en sorte qu'on puisse maintenant répliquer ça dans les autres communes. C'est le moment de remercier la coopération italienne, hein, donc, qui a pris un peu le train en marche et qui est en train un peu de s'occuper de l'infrastructure qui sera vraiment l'épicentre du projet. Et je crois que nous avons la possibilité d'avoir un produit, hein, à promouvoir, un produit à répliquer, un produit à vendre. Donc je ne voudrais pas, je souhaitais juste prendre cette opportunité pour remercier les collègues qui travaillent sur le projet et dire combien nous apprécions et nous attendons un peu les premiers résultats, hein, en termes de comment nous sommes en train de toucher les femmes, les jeunes de Fass, mais également comment nous transformons donc l'environnement de gouvernance au niveau urbain. Comme je le disais tout à l'heure, c'est lié. Hein, si nous faisons tous les investissements à Fass et on continue à avoir un peu les mêmes habitudes, ça ne va pas très loin. Je parle même souvent de créer un nouveau type de Fassois, hein, tel que le maire lui-même l'a exprimé dans un langage encore beaucoup plus direct, hein, où les communautés, même le maire, parlait un peu de la question de la fertilité en disant, écoutez, on ne peut rien faire, hein, sans une baisse de la fécondité dans notre comté. Et je crois que ce sont ces genres de messages qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Hein. Vous avez lu dans la presse ce matin, on me dit que j'aurais dit que le Sénégal ne va nulle part sans une baisse hein, de la fécondité. Bon, je crois que c'est vrai. Ce que j'ai dit, c'est pour l'Afrique. Hein. Donc le Sénégal est un bon exemple. Et je pense que c'est une question qui doit être au cœur du discours politique. Hein. C'est une question, je pense, qui est importante à aborder aujourd'hui, là où nous en sommes dans le développement du Sénégal. Et je crois que la communauté des partenaires qui sont là peuvent jouer un rôle à faire passer le message et que dans les prochains jours, que nous puissions, au Sénégal, faire de la question de la population, de la question de la capture du dividende démographique, un des chantiers phares pour permettre un peu la consolidation des acquis qui sont bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce domaine et je crois que c'est le moment de renforcer un peu les actions dans ce domaine. Et je voudrais inviter la communauté internationale donc, à nous accompagner dans ce plaidoyer pour que ce chantier-là puisse être un chantier visible, un chantier, j'allais dire, clair dans l'agenda de développement du pays. Next slide, please. Je pense qu'avec l'Union africaine, nous continuons les relations excellentes que nous avons. Nous sommes d'ailleurs en plein dans la préparation des réunions de Marrakech du mois prochain. C'est le mois prochain ou bien c'est à la fin du mois? C'est le mois prochain, hein, c'est le début du mois d'avril, le RCM. Donc, et ce sera, je crois, une opportunité pour continuer notre engagement, notre soutien à l'action de l'Union africaine. Mais je ne peux pas ne pas faire mention de la revue que nous avons eue à Accra au mois d'octobre avec une excellente participation, un très bon leadership de la partie ghanéenne. Je pense que c'était l'une des meilleures plateformes, en tout cas sur ces questions-là,
où nous avons pu quand même sortir avec un consensus. Il n'y a pas eu de réserve. Donc sur le plan d'accélération de notre agenda pour la population et le développement de Accra de 2013. Hein, donc 2013 a été une année assez difficile. Donc en termes de conversation avec les pays africains. Mais à Accra, c'était surprenant de voir que les 54 pays africains ont parlé d'une voix. Nous avons eu pour la première fois 51 rapports. Donc presque tous les pays ont soumis leur rapport pour la première fois. Et tous les pays sont tombés d'accord qu'il faut faire de la capture du dividende démographique la priorité en Afrique. D'ailleurs, c'est la première recommandation qui est ressortie un peu de la réunion d'Accra. Et je crois qu'elle a été endossée par la réunion des chefs d'État et de gouvernement d'Addis Abeba du mois dernier. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons quand même des acquis. Nous avons une plateforme, nous avons une conviction politique, nous avons des modèles naissants nous permettant d'opérationnaliser. Nous avons des outils programmatiques. Hein. Nous avons donc des plateformes de partenariat et je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel que nous avons et même dans beaucoup de pays. Les pays sont en train eux-mêmes de mettre les ressources pour la réalisation de l'agenda auquel ils croient. Donc c'est encore un appel à la communauté internationale pour dire qu'aujourd'hui, on a quand même une chance pour accompagner l'Afrique dans ses choix. Dans ses choix. Et là, quand même, je veux vraiment insister pour que nous puissions ne plus perdre le temps. Donc dans certains discours, ou essayer de convaincre, mais je pense qu'il s'agit aujourd'hui de suivre l'élan, hein, de suivre un peu la route que les Africains ont tracée et la route dans laquelle ils sont inscrits, je pense, pour les accompagner dans la réalisation de leurs choix. Donc je voudrais vraiment insister là-dessus pour dire que c'est une opportunité que nous avons. Et c'est le dividende démographique qui nous a permis de créer l'espace où les uns et les autres se sentent confortables. Il ne s'agit pas de conflits, il ne s'agit pas un peu d'utilisation de terminologie qui fâche, mais il s'agit d'accompagner l'Afrique dans son choix. Et je rappelle que la feuille de route de l'Union africaine, mais surtout dans son pilier numéro 4, intègre bien les questions de droits humains sur lesquelles il y a souvent des frictions avec les partenaires au développement. Comme maintenant c'est l'Afrique qui a sa feuille de route, qui l'a définie et qui contient ces éléments, je pense qu'il faut tout mettre dans le vocable du dividende démographique et avancer lentement mais sûrement. Next, please. Et ça, c'était New York. Non, c'est Abidjan. Nous sommes également beaucoup investis dans le domaine du secteur privé. Le Suède est vraiment l'une de nos initiatives phares. Et à Abidjan, nous étions en plein forum de partenariat avec le secteur privé. Et l'idée, c'est, parce que, comme on dit, le no one left behind, ce n'est pas seulement les populations, mais également les partenaires. Il faut laisser aucun partenaire derrière. Nous pensons que c'est un chantier qui est tellement important, je pense qu'il mérite un peu la mobilisation tout azimut. Et ce que nous disons, c'est que le secteur privé, même le secteur privé naissant, même lorsqu'il n'existe pas, lorsqu'il n'est pas très dynamique dans un pays, je pense que c'est le moment de créer un peu la dynamique de participation, hein, la dynamique de partenariat. Et je crois que nous attendons à une réunion à la fin du mois à Abidjan, donc où nous allons continuer ce processus de mobilisation du secteur privé. Également, j'ai été agréablement surpris de voir qu'on a eu dans la salle un secteur privé convaincu, un secteur privé qui est disponible, et un secteur privé, je pense, qui est prêt à accompagner les pays dans leur marche vers le progrès. Next, please. Bon, très bonne nouvelle avec le fonds français Muskoka. Je pense qu'il est l'un des instruments que nous avons dans la région
et qui a fait d'excellents résultats. Et je salue d'ailleurs en passant l'arrivée du Danemark. Je pense que c'est un fonds qui a été initié il y a quelques années, mais aujourd'hui il est en train de prendre une envergure nouvelle où d'autres partenaires sont en train un peu d'apporter leur contribution. Je pense que c'est un instrument additionnel, mais un instrument de partenariat. Et je disais d'ailleurs à Paris, immédiatement après avoir pris fonction à Dakar, je me suis rendu à Paris pour dire, écoutez, mais il faut quand même qu'on conserve jalousement cet instrument-là. Il faut d'ailleurs qu'on puisse pousser les autres à rejoindre la France. Donc je suis heureux que le Danemark, en tout cas, a rejoint la France, et il serait bien que les autres suivent pour éviter de créer des fonds additionnels. Donc, alors que nous pouvons faire des économies d'échelle, bon, nous pouvons optimiser le modèle et faire en sorte qu'il soit un instrument au service de l'accompagnement des pays. Donc, je voudrais donc en profiter pour saluer la France pour son soutien et l'ambiance d'ailleurs très cordiale, très conviviale que nous avons dans le cadre de ce mécanisme, qui n'est pas un mécanisme UNFPA, il faut le souligner. Donc, moi, je ne suis pas très agence. Donc, c'est un mécanisme Nations Unies où nous avons l'OMS, nous avons UN Women, nous avons l'UNICEF, je crois que nous avons l'ONU-SIDA. Donc, où nous travaillons ensemble, la main dans la main, pour appuyer les pays de la sous-région. Donc, nous faisons donc un appel pour que les partenaires viennent à la consolidation et au renforcement de cette ligne de financement qui, en tout cas, ça marche. Ça marche, les mécanismes sont là, nous sommes contents, donc comment on peut l'accompagner, comment on peut renforcer. Slide, please. Spotlight. Je pense une autre initiative, un autre partenariat avec le PNUD de UN Women et avec l'Union européenne. Je pense que l'UNICEF a rejoint un peu le partenariat, et nous travaillons avec l'Union africaine dans 8 pays en Afrique, donc 4 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je pense que c'est le Mali, le Libéria, le Nigeria et le Niger. Et je crois qu'une deuxième phase va suivre. Mais c'est également une autre opportunité pour transformer la vie des femmes, des filles et des jeunes dans les parties les plus affectées du monde. Ce sont donc des ressources additionnelles qui sont très appréciées. Donc, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. D'ailleurs, nous avons même développé un outil méthodologique assez important que nous avons appelé un peu un readiness paper, parce que, comme je disais, nous ne sommes pas juste un bureau qui fait des opérations, qui fait la supervision. Nous investissons également dans la science de la mise en œuvre, si je peux dire. Parce que nous pensons qu'un projet, c'est quelque chose de complexe. Et la réussite du projet est encore beaucoup plus complexe. Donc, bâtir sur nos expériences et développer des outils méthodologiques qui nous permettent d'éviter les difficultés de parcours, d'éviter de rater le coche. Donc, au finish, c'est important. Et le Readiness Paper est quelque chose que nous avons également initié en disant, écoutez, pourquoi ne pas voir quels sont les ingrédients, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce programme réussisse et qu'on n'attende pas la signature ou les premiers décaissements pour commencer à courir. Un exemple, nous savons que souvent, pour recruter dans le système des Nations Unies, bon, si vous êtes rapide, ça vous prend peut-être 6 mois, 1 an. Nous le savons tous. Nous y travaillons. Mais pourquoi attendre la signature et l'arrivée des ressources? Donc, il y a des procédures, mais il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire pour faire en sorte que si vous recevez l'argent le 1er janvier, peut-être que vous n'aurez pas le staff le 1er janvier, mais peut-être le 10 janvier ou le 20 janvier. Vous avez des gens qui commencent à faire le travail. Et c'est important. Lorsque vous avez un programme d'1 an, si vous passez 1 an à recruter, mais vous ne pouvez pas réaliser le projet, sauf si vous faites de la magie. Donc, vous voyez donc que ce sont des genres d'outils qui nous permettent un peu de mieux comprendre le terrain, de mieux nous organiser et de voir comment nous pouvons contourner, en restant dans les règles de l'art,
comment nous pouvons contourner les obstacles et faire en sorte que nous puissions accélérer la mise en œuvre et éviter des lacunes dans le delivery. Donc surtout avec certains de nos partenaires comme l'Union européenne, je parle sous le contrôle de l'ambassadrice qui est là, bon, des partenaires qui tiennent absolument donc, à ce que le delivery se fasse, hein, donc, dans les délais et dans les conditions de forme et de qualité qui sont requises. Donc je crois que nous sommes en train de trouver des outils qui nous permettent un peu d'être efficaces dans la mise en œuvre pour gagner, pour mériter la confiance des partenaires au développement. Le renforcement des capacités internes, vous savez, le UN est en train de changer et très souvent nous faisons appel à beaucoup de consultants à qui on paye très cher pour faire des choses souvent que nous pouvons faire. Nous avons pris l'initiative de faire en sorte que tous les représentants de la région puissent être certifiés en change management. Et c'était intéressant parce que le coût était tellement faible que le coût de la formation pour 25 personnes, c'est pratiquement le double de ce que moi j'ai payé lorsque j'ai fait le même cours de certification, ça fait quelques années. Donc encore une fois, nous avons investi dans le passage à l'échelle. Hein, nous avons fait en sorte que dans chaque pays aujourd'hui, nous avons un représentant qui est certifié en matière de change management. Et ça ne court pas la rue. Je ne connais pas une autre institution donc, où on peut dire que tous nos managers sont certifiés en change management. Et c'est important parce que tout ce que nous faisons, pas seulement la gestion du changement dans nos bureaux ou la gestion de changement au niveau des comportements, même chez nous, nous faisons la gestion du changement. Donc ce genre de certification, c'est un investissement dans nos propres ressources humaines pour nous permettre de mieux servir les pays où nous travaillons. Les ressources, je pense qu'une bonne évolution, mais encore très loin de ce dont on a besoin pour la région qui est la plus en rade, si je peux dire. Bon, il faut le dire, c'est la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Si vous regardez tous les indicateurs, les problèmes, c'est ici. Donc, si nous voulons gagner donc, le pari des objectifs de développement durable, ne laisser personne en rade, c'est ici que le jeu doit se jouer. Donc, c'est ici que nous devons faire les progrès les plus importants. C'est ici que nous devons aller beaucoup plus rapidement qu'ailleurs si nous devons être au finish line en 2030. Et d'ailleurs, je dis toujours, pourquoi d'ailleurs attendre 2030 ? Pourquoi attendre 2030 pour mettre fin au mariage des enfants? Pourquoi attendre 2030 et continuer à exciser des filles aujourd'hui, demain, après-demain? Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Enfin, nous avons toutes les raisons d'accélérer un peu notre travail pour la résolution des problèmes que cette partie du monde connaît. Next slide, please. On va aller très vite pour permettre un peu une conversation autour de ces questions. Donc, les contributions, non, il faut revenir, ça c'est important. Il faut revenir. Je pense que nous avons là quelque chose sur laquelle je souhaiterais attirer l'attention des pays donateurs, mais également des pays programmes, si je peux dire. Surtout les pays programmes, parce que, comme je fais allusion plusieurs fois tout à l'heure, la contribution symbolique des pays est un signal politique fort aux autres partenaires. Ça montre que les pays soutiennent le fonds, les pays soutiennent ce que nous faisons et les pays apprécient le partenariat. Donc je voudrais donc lancer un appel aux pays programmes pour que ceux qui n'ont pas fait de contribution ou ceux qui n'ont pas libéré leur contribution, je pense que vous puissiez vraiment nous aider à le faire, ce qui va renforcer un peu notre position dans notre conversation avec les pays donateurs et les autres partenaires. Parce que c'est une priorité. Donc, si la question du dividende démographique, les questions de population constituent une priorité, je crois que malgré les difficultés internes, je pense qu'une contribution symbolique nous permet de montrer que le nombre de bailleurs de fonds augmente, que les ressources augmentent et que nous avons en tout cas un soutien politique de la part de tous. Next, please.
C'est d'ailleurs une partie du No One Left Behind. Je veux aussi qu'on voit le No One Left Behind dans la cagnotte. Les défis. J'étais la semaine dernière au Cap-Vert et la semaine d'avant en Sierra Leone, où j'ai eu l'occasion d'aller à un endroit qui s'appelle Yala Tombo. Je pense que c'est pratiquement 3 heures de route et nous étions bloqués donc, au milieu de l'océan, donc à cause un peu de la marée basse. Mais nous avons pu quand même voir les services indispensables que nous sommes en train d'apporter à des populations qui ont les mêmes aspirations que chacun d'entre nous, en termes de santé, en termes d'éducation. Donc je crois que nous sommes en train de faire des choses extraordinaires que nous devons apprécier. Et en allant à Yala Tombo, j'ai pu voir combien il était difficile d'aller vers ces populations extrêmement éloignées et que fort heureusement nous arrivons à toucher donc à travers des efforts extrêmement difficiles. Mais je crois que c'est une fonction, c'est une tâche, c'est quelque chose qui est vital, que nous puissions aller trouver ces populations, que nous puissions aller donc à des endroits où personne ne va. Donc je voudrais vraiment dire encore bravo à nos équipes sur le terrain. J'ai beaucoup hésité en milieu de mer. Je me suis même demandé mais pourquoi je prenais un peu le risque de me retrouver dans une situation. Mais je crois que ça m'a permis d'apprécier les efforts que nos collègues sur le terrain font pour aller toucher ces populations. Je pense que c'est un véritable don de la vie et j'espère que nous aurons l'occasion dans les mois qui viennent de pouvoir faire une visite de terrain pour ce genre d'opération. Et ce n'est pas isolé, parce que j'ai vu la même chose dans le bassin du lac Tchad. Donc il faut prendre une pirogue et très souvent passer des heures dans l'eau. Et très souvent, chaque kilomètre, vous devez vous arrêter, enlever les marécages et continuer. Donc, encore une fois, bravo aux équipes qui travaillent sur le terrain, mais également aux partenariats, parce que nous le faisons avec les institutions sœurs, mais également avec les pays et grâce à votre accompagnement. 2019, nous allons célébrer, comme M. l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, les 50 ans de UNFPA, mais également les 25 ans de CARE. Nous avons une feuille de route et l'étape finale sera Nairobi en novembre prochain. Je crois que nous trouverons l'occasion dans les semaines qui viennent de vous entretenir de façon beaucoup plus détaillée. Mais parmi les étapes importantes, nous en avons une qui est celle un peu de juillet 2019 à Niamey. Donc, où nous allons un peu faire un peu notre contribution donc, pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, je pense à Niamey. Donc, j'ai fait allusion à ça tout à l'heure. Et nous voulons vraiment en profiter pour booster ce qui se passe dans la sous-région. Donc, nous allons également revenir vers vous, et ce sera en marge du sommet de l'Union africaine. Nous pensons que ça peut être vraiment la phase 2 de la capture du dividende démographique. Donc, je me souviendrai que c'est le président Issoufou qui avait lancé un peu l'initiative. Donc, lors de la visite du secrétaire général des Nations Unies, du président de la Banque mondiale, du président de la Commission de l'Union africaine, on a la chance de se retrouver en juillet 2019 à Niamey. Donc, on doit poser donc, le prochain jalon pour la capture du dividende démographique en construisant autour de ce que nous avons fait, ce que nous avons appris, mais également sur les défis énormes qui se présentent devant nous.
Je pense qu'on a déjà parlé du Niger. Sierra Leone, en bas, retournez un peu, donc il y a cette photo de Tomboyala, non? En avant. Encore, voilà. Vous voyez en bas un peu l'accueil de Tomboyala et c'était vraiment émouvant. Mais une chose à laquelle je pense quand je parle de Sierra Leone qui m'a beaucoup choqué. Donc, je suis allé visiter un peu le centre de réparation des fistules et j'ai trouvé une jeune fille de 5 ans donc sur une chaise roulante. Bon, elle a été abusée. Maintenant, elle est paralysée. Et je crois que c'est une image que moi je garde dans mon esprit. Et je voudrais donc terminer en saluant un peu l'initiative personnelle du président Mado de déclarer la guerre donc à ces formes de violence. Donc je crois que c'était terrible de rencontrer à côté de cette jeune fille, donc cette jeune fille de 5 ans, je pense, qui a été violée. J'ai trouvé sa chaise en train de manger, mais de voir également un nombre important de femmes, de jeunes filles entre 15 et 18 ans, je pense en grossesse, et qui n'ont pas de famille, et qui bénéficient quand même de l'appui de mes collègues sur le terrain. Donc chacune de ces visites, pour moi, est une expérience, est une source d'inspiration, mais également une source de conviction additionnelle que nous devons faire plus, hein, que nous pouvons faire plus, et que ces conditions que nous voyons sur le terrain donc, méritent en tout cas notre mobilisation, méritent notre engagement, et malgré tous les efforts que nous faisons, malgré tous les acquis que nous avons, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire. Merci. Merci. The regional director, because it's in the report. What we'll do at the moment is we will just open the floor for questions, for suggestions, for any interventions that you may have. So if we could take the next 20 to 30 minutes just to have an interactive discussion. Thereafter, we will move to a close with a group photograph. So if the Excellencies are in agreement with the suggestion, we would invite whosoever would like to take the floor to kindly introduce yourself, the institution you represent, and make your submissions. Excellence, nous allons essayer de revoir le programme un peu. Au lieu de nous arrêter maintenant pour prendre la photo de famille, c'est le moment pour les interventions, les questions et les discussions interactives pendant les 30 minutes qui vont suivre. Et juste après cela, nous allons clôturer avec une photo de famille. Donc, si ça ne vous gêne pas, si une personne veut prendre la parole, veuillez vous présenter, la structure que vous représentez, et puis faites vos interventions. Of the EU, congratulations to all the work that's been carried out by UNFPA on the ground. Thank you. It's very impressive. Je vais continuer en français pour mélanger les opportunités de se comprendre. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Il y a un point sur lequel vous avez parlé un petit peu, sans entrer dans le détail, mais peut-être parce qu'au Sénégal, suite au processus électoral qui est sur le point de se terminer de façon officielle, une opportunité s'ouvre pour la communauté des partenaires internationaux, d'ailleurs les partenaires locaux aussi, mais d'engager une conversation nouvelle avec le gouvernement qui sera mis en place, nous l'espérons rapidement.
Pourriez-vous nous dire un mot sur peut-être les leçons apprises et qui pourraient être intéressantes en vue de ces interactions à venir avec le leadership sénégalais, sur une bonne manière d'aborder ces questions avec les autorités? Vous avez fait part d'un certain nombre d'initiatives spécifiques que l'on voit, où l'on voit bien que le gouvernement est présent, qu'il la soutient. Mais en termes de dialogue politique, en termes d'interaction au plus haut niveau avec les autorités, quelles seraient des leçons apprises intéressantes qui pourraient nous inspirer pour, comme vous l'avez suggéré, placer l'agenda multiforme du dividende démographique, en particulier l'égalité homme-femme, au cœur de l'agenda d'un gouvernement? Quelles seraient les leçons, les suggestions que vous pourriez faire à des partenaires politiques bienveillants à cet égard? Merci. Je peux donner un résumé en anglais aussi. Donc, je crois que c'est vraiment dommage. Donc, no, I would just say that we really apologize for the oversight. And my colleagues, I'm sure, think that everybody is conversant in both languages. So I think we have to make sure that in the future that we create an environment where we can have a proper conversation. So apologies for this oversight. La question qui a été posée par l'ambassadeur de l'Union européenne, en anglais, the ambassador of the EU asked the question, what are the lessons learned in terms of policy dialogue to make sure that we bring some of the countries like Senegal on board on this agenda. Donc, Madame l'ambassadrice, je dirais que peut-être il y a 2 ou 3 choses. D'abord, dire qu'on a fait quelques progrès au Sénégal, parce que je crois que maintenant, la question est prise en compte de façon un peu plus, j'allais dire un peu accentuée dans le plan Sénégal émergent, je crois. Donc, à la suite un peu de la visite que j'ai effectuée au Sénégal et des conversations que nous avons eues. Je pense que ça, c'est bracket. La deuxième chose, je pense que nous devons continuer à développer un peu des outils de plaidoyer, donc toutes les évidences, et je crois d'ailleurs à ce niveau-là, donc on a un profil de dividende démographique, et je crois que la conversation, je pense, a bien démarré, et elle se poursuit. Et je crois d'ailleurs le Sénégal a même demandé à rejoindre un peu le groupe des pays du Suède, et donc nous sommes en train de pousser et j'espère que avec le soutien de la banque, nous allons voir un peu du progrès dans ce domaine. Je pense que quelque chose est en cours et je pense qu'il pourrait aider à faire venir le Sénégal autour des pays du Suède. Bon, et de suivre un peu, de suivre la cadence. Maintenant, l'aspect le plus important, maintenant, c'est sur le plan politique. Maintenant, il faut savoir que dans la plupart des pays, c'est un agenda assez sensible, et souvent, il y a des craintes, hein, il faut le dire, il y a des craintes un peu d'une politisation du dossier ou d'une manipulation politique. Et je crois que ça crée souvent une situation où certains ne veulent pas nécessairement s'engager de façon ouverte. Mais je crois que en termes objectifs, il faut trouver une solution au croix démographique. Il faut trouver une solution, j'allais dire un peu, à la question de l'emploi des jeunes. Hein, il faut trouver une solution à la question du genre, sur laquelle vous avez bien insisté, parce que si on prend par exemple le mariage des enfants, même si les taux ne sont pas extraordinaires au Sénégal, dans certaines parties du pays, quand même, les taux ne sont pas très très loin
de ce que nous connaissons dans le bassin du lac Tchad. Donc je crois qu'il faut donc que ces parties puissent faire l'objet vraiment d'une attention particulière. Donc à travers un meilleur ciblage, mais également à travers une communication, j'allais dire politique, donc assez claire donc, sur ces questions, qui ne sont pas des questions très faciles. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup d'acquis, donc d'un point de vue perspective de développement, et qu'en investissant plus, donc en donnant un signal très fort donc, sur les questions de population et de développement de façon structurée, on a la possibilité d'accélérer la marche vers le progrès. Et j'espère que dans les prochaines semaines, il va y avoir quand même des messages clairs sur ces sujets importants pour l'avenir du Sénégal. Donc je crois que la communauté internationale pourrait jouer un rôle parce qu'il y a quand même cette capacité d'influence et de dialogue, je pense, qui est en cours. Mais je pense que c'est le moment de mettre la question sur la table et de faire en sorte que dans les chantiers qui vont être annoncés dans les jours qui viennent, que la question de la population et du développement humain soit vraiment au cœur de l'agenda du gouvernement. Merci, monsieur le directeur régional, pour cette excellente présentation qui a effectivement brossé le tableau qui, par certains côtés, effectivement, nous réjouit. Il y a des améliorations, mais nous venons malheureusement de loin et le chemin est encore long. Je voudrais vous remercier d'avoir cité l'initiative, le Fonds français Muskoka, parce qu'effectivement, vu du côté de la France, vous en êtes satisfait, mais nous aussi, nous en sommes satisfaits. Donc, quand les deux partenaires sont satisfaits, c'est une bonne chose. Je voudrais rappeler que 3 présidents de la République successifs ont maintenu ce projet et qu'avec l'augmentation de l'aide publique au développement français, puisqu'on doit atteindre ce fameux objectif de 0,7%, et le président Macron s'y est engagé, il y a actuellement une évaluation du Fonds français Muskoka et je n'ai pas de doute que le fait que le Danemark les rejoint, le fait que cette évaluation sera positive, j'espère que ça sera poursuivi et certainement amélioré en termes de financement parce que nous pensons que le Fonds français Muskoka rejoint exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est accompagner les pays africains dans leur choix. Et ce n'est pas le faire pour eux. Et vous venez de préciser combien ce sujet est sensible, bien sûr. Je voudrais rappeler qu'il y aura deux événements qui vont impacter le financement et les activités de santé au niveau mondial cette année, auxquelles la France est étroitement associée, mais probablement le FNUAP aussi. Le premier, c'est le sommet G7, où il y aura une séquence particulière santé et où la thématique qui est d'améliorer l'accès pour qu'il soit de plus en plus équitable, mais à des soins de qualité. Il y a au moins deux aspects dans lesquels vous êtes engagés. C'est les soins des adolescents, où on sait qu'aujourd'hui, ils sont insuffisants et souvent pas de la qualité requise. Et bien sûr, tout ce qui touche au planning familial, on sait que la diversité de l'offre n'est pas toujours donnée aux femmes dans les centres de santé. Je lisais hier des rapports d'ONG où on voit que d'un centre à l'autre, c'est une offre totalement différente. Parfois, c'est une offre qui est cachée. Parfois, c'est une offre qui est absente parce qu'on n'a qu'un seul produit, donc il y a encore des efforts à faire. Et je voudrais terminer en citant, bien sûr, en rappelant que le Fonds mondial, alors le Fonds mondial, c'est à la fois un défi et un enjeu, puisque la reconstitution qui va avoir lieu cette année, elle sera un marqueur de l'engagement des partenaires à aller plus loin pour éliminer des maladies. Et au-delà de ces 3, il y aura d'autres chantiers derrière, et bien sûr, le dividende démographique en sera un. Donc nous serons certainement à des rendez-vous communs, monsieur le directeur régional, pour que ces 2 initiatives aboutissent. Et je vous remercie de travail que font tous vos collègues dans les bureaux pays, mais aussi au bureau régional, dont nous avons effectivement la preuve dans cette relation étroite que nous entretenons avec le Fonds français, grâce au Fonds français Muskoka. Chers collègues, d'ailleurs, j'en profite pour annoncer la réunion de haut niveau de Cotonou, donc du fonds Muskoka, je pense qu'il aura lieu
donc au mois d'avril ou mai, pour en tout cas continuer un peu ce partenariat qui est très très apprécié. Et je pense notamment à la série C'est la vie, je pense qu'il est devenu aujourd'hui un flambeau dans le cadre de notre engagement pour le changement de comportement, surtout au niveau des jeunes. Donc, encore une fois, nous apprécions un peu ce partenariat et vous avez parfaitement raison donc, à propos de votre commentaire sur l'offre de service. Hein, donc, sur l'offre de service. Donc, en plus de la demande, hein, qui est également un problème, parce que donc, nous faisons beaucoup de choses en matière de demand creation pour créer la demande. Bon, mais ensuite, si l'offre ne suit pas et si une offre de qualité ne suit pas, je pense que nous ne pouvons pas faire les progrès que nous voulons faire et ce serait dommage. Donc, nous partageons votre préoccupation et je pense que nous devons continuer donc, à parfaire nos outils. L'équipe de FENSO travaille sur des études de cas donc assez poussées donc, pour la génération de données et des évidences qui nous permettent un peu de mieux comprendre les phénomènes, les obstacles que nous rencontrons et de continuer à améliorer les interventions que nous faisons. Nous continuons également nos partenariats donc, avec la société civile, donc avec les ONG internationales surtout. Et je voudrais saluer dans la salle la présence de plusieurs de nos collègues, dont Plan International. Et je crois que nous avons la possibilité, la main dans la main, en tout cas d'apporter une contribution encore beaucoup plus efficace. Donc nous avons nos amis de la banque dans la salle avec qui nous faisons équipe, pas seulement dans le Sahel, mais partout. Et c'est même intéressant parce que même à l'occasion de certaines grandes réunions internationales, nous sommes assis côte à côte. Hein, et je crois que la conversation est continue. Le partage d'informations est également continu. Et je crois que nous avons la chance ici, dans cette sous-région, d'avoir une ambiance donc, assez cordiale, assez conviviale, donc, où nous travaillons la main dans la main. Donc c'est quelque chose que nous devons conserver jalousement et continuer à accompagner les pays dans leur choix. Bon, il nous arrive d'avoir des discussions, j'allais dire un peu honnêtes, directes sur les questions, parce que ce n'est pas toujours que nous allons nous entendre. Hein, mais lorsque nous avons des divergences, donc nous avons quand même la possibilité de nous parler donc de façon constructive et de trouver un peu les moyens un peu de continuer ce que nous faisons. Donc souvent nous avons des divergences et sur lesquelles nous travaillons. Mais une chose que moi j'ai personnellement apprise et pour reconfirmer les éléments de réponse que j'ai donnés après l'intervention de l'ambassadeur de l'Union européenne, c'est que lorsqu'il y a des données, lorsqu'il y a des évidences, je pense qu'elles peuvent contribuer de façon extraordinaire à la réduction de la polarisation. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est polarisé. Mais lorsque vous avez les données, lorsque vous avez les faits, lorsque vous avez même des anecdotes ou des évidences anecdotales, vous avez la possibilité de combler le fossé qui sépare un peu souvent les gens parce que nous sommes des humains, donc pour des raisons ou d'autres. Donc il y a les croyances, il y a les... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais lorsqu'il y a des données et qu'on les met sur la table, nous avons la possibilité de convaincre les plus sceptiques. Et c'est pourquoi il faut investir dans la génération de données, dans la génération d'évidences crédibles. Il faut continuer à investir dans la communication. Il faut continuer à écouter. Il faut continuer la conversation. Et je crois que c'est la meilleure façon d'aller vers une convergence où, encore une fois, le choc des idées
va continuer à être un peu la source d'inspiration qui peut guider une action concrète sur le terrain. Donc, je pense que lorsqu'on dit quelque chose, on met les chiffres sur la table, je pense que ça devient facile. Même si quelqu'un push back, la personne peut partir sachant que, écoutez, bon, moi je ne suis pas d'accord parce que, mais je crois qu'il a raison. Et ça qui est important. Hein, et on n'a pas besoin comme on dit, quoi, de donner un coup de pied à un homme qui est couché. Mais je pense qu'il faut mettre les arguments sur la table, il faut discuter de ces questions, il faut convaincre, il faut amener les uns à aller voir ce que les autres font. Hein. Il faut vraiment que la conversation continue et qu'elle soit construite autour, pas d'idées construites, mais autour d'évidences et de données qui peuvent améliorer les politiques, qui peuvent améliorer l'action sur le terrain et qui peuvent changer les comportements là où vraiment ils doivent changer. Hein, Monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas quelle est la prochaine étape, mais je voudrais peut-être, avant que mes collègues donnent la parole, j'imagine c'est pour que vous puissiez faire la clôture ou faire le lancement du rapport. Hein, je suis qu'ils me regardent, mais dire vraiment un grand merci. Donc à vous-même, d'abord à l'ensemble des ambassadeurs et à tous les partenaires ici présents, donc pour en tout cas le partenariat et réitérer notre promesse. Donc avant de lancer que nous allons continuer à vous tenir au courant. C'est également une obligation de venir vers vous régulièrement, vous dire voilà ce que nous faisons, vous écouter. Et essayer de faire en sorte que nous puissions, en tout cas, continuer notre accompagnement à vos efforts. Donc, Jacob, quelle est la prochaine étape? Merci. Je ne sais pas s'il y avait, je pense qu'il y avait une dernière intervention quelque part. On va prendre cette intervention et puis nous allons inviter Son Excellence, M. Paraina, Auguste, de donner son mot de clôture. Et après, vous allez venir pour lancer le rapport et ensuite nous allons prendre la photo de famille et puis ça sera la fin de la cérémonie. Donc nous invitons Madame à bien vouloir prendre la parole pour vos interventions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sophie Nonemacher de l'Organisation internationale pour les migrations. Et je voulais en fait me joindre aux intervenants précédents pour vraiment vous remercier pour votre intervention qui était très très claire, mais aussi très très convaincante. Et je pense qu'en fait, l'UNFPA, vous faites vraiment un travail qui est crucial, aussi bien au niveau régional, mais aussi au niveau mondial. Et je voulais peut-être souligner une autre dimension de ce travail, c'est que l'année dernière, à Marrakech, a été adopté un pacte mondial sur la migration. Et en fait, il vise à ce que la mobilité soit choisie et que certains facteurs, notamment démographiques, n'entraînent pas des migrations qui, parfois, ont les résultats dramatiques que vous connaissiez. Et l'UNFPA travaille donc avec notre organisation au niveau mondial pour justement mieux comprendre ces évolutions et justement faire que ces changements soient positifs. Mais à cette fin, en fait, d'une manière un peu plus précise, je voulais dire qu'il y a tout un travail qui se fait dans cette région sur la question des données, parce que comme il a été dit, il est très très important de fonder nos analyses sur des faits et pas juste sur des perceptions. Et dans cette région particulière de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a très très peu de données encore à ce jour au niveau de l'évolution des populations. Et les recensements restent encore un petit peu incomplets, surtout pour prendre en compte la mobilité. Je pense que c'est important de comprendre l'évolution des démographies, l'appui que cela a au niveau économique, mais aussi de comprendre la mobilité des populations et de capturer cette mobilité d'une manière accrue donc dans ces recensements publics. Donc je pense que aussi l'UNFPA a un rôle important à jouer dans son travail sur les recensements et la compréhension de l'évolution de la population pour capturer aussi cette mobilité aussi bien interne qu'internationale. Je pense que ça apporterait beaucoup à cette région. Je vous remercie. Oui, directeur, vous voulez réagir? Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Je voulais profiter de la proximité du micro pour, pour véritablement partager quelques mots de remerciement. C'est véritablement pour moi un plaisir toujours de venir
Je me présente d'abord, c'est Dr Moussa Dien, je suis économiste spécialisé en santé au bureau de la Banque mondiale à Dakar. Donc, je représente mes collègues du Suède qui ne sont pas à Dakar et notre aussi directeur pays qui m'a demandé de venir la représenter lors de cette rencontre. Je voulais profiter tout juste du micro parce qu'il était prévu qu'il y avait une intervention des partenaires. Donc, j'attendais ce moment-là, mais du fait qu'il n'y a pas cette étape dans la cérémonie, je voulais partager véritablement avec l'ensemble des participants ici la bonne collaboration que nous avons avec l'UNFPA de manière globale, aussi bien au niveau pays qu'au niveau régional. Donc, c'est un accompagnement depuis quand même quelques années que nous avons, qui a permis aujourd'hui d'avoir des avancées très concrètes sur le dividende démographique, sur l'appropriation des pays, sur l'appropriation des leaders au niveau des pays. Je pense que l'étape la plus cruciale a été franchie, de mettre les pays sur le chemin et d'avoir des leaders au niveau pays. Maintenant, ce sera à chaque pays de définir, avec l'appui des partenaires, le chemin à parcourir. Et je pense que nous sommes en train de travailler, par exemple, au Sénégal, plus spécifiquement sur cela. Le travail technique a été fait. Il y a eu beaucoup d'avancées techniquement sur comment inscrire cet agenda du dividende démographique sur les politiques du pays. Il y a des défis encore qui restent sur lesquels nous devons encore travailler, et avec la collaboration que nous avons avec l'UNFPA et l'engagement aussi de la Banque mondiale, parce que les questions surtout qui sont liées à la santé reproductive ont été inscrites comme une priorité au niveau régional avec notre nouveau vice-président. Et nous sommes engagés aujourd'hui à travailler encore, à renforcer l'appui que nous avons dans ce cadre-là au niveau pays pour les accompagner sur cela. Donc au niveau du Sénégal, nous travaillons et nous essayons de renforcer la collaboration avec l'UNFPA, mais avec l'ensemble des partenaires pour mieux accompagner le pays dans sa politique. Parce que le dividende démographique aujourd'hui est inscrit dans la politique, inscrit dans le PSE. Donc maintenant, il reste en fait des aspects améliorés. Et je pense, comme l'a dit tout à l'heure la représentante de l'Union européenne, la fenêtre s'est ouverte au Sénégal sur le dialogue sur le dividende démographique. Je pense que la fenêtre s'est ouverte, à mon avis. Maintenant, comment s'y engager sera à définir avec les politiques. Mais je pense qu'on a une très bonne opportunité pour s'attaquer à certaines questions difficiles. Donc, et véritablement, merci encore de nous avoir conviés à cette rencontre-là et de donner l'opportunité aussi de revoir un peu tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Nous allons à présent inviter l'ambassadeur, son Excellence Parina Auguste, de délivrer son mot de clôture. Et après, nous allons les inviter à lancer officiellement de façon symbolique le rapport et ensuite la photo de famille et point de presse. Je vous remercie. Excellence, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, ambassadeurs, membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales, honorables assistants, monsieur le directeur, on a confié à l'UNFPA ce sujet il y a 3 ans, l'Union africaine. Il est tout à fait normal qu'il y ait une certaine redevabilité vis-à-vis de l'Union africaine, que nous, les ambassadeurs ici, représentent, et vis-à-vis également aussi des partenaires techniques et financiers. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir le résultat. C'est un processus. C'est un processus, mais quand même, on voit par rapport à ce qui a été dit en 2018 et maintenant, donc il y a des avancées notables. Il y a même des personnes, il y a des leaders religieux qui se sont ajoutés à ceux qui ont déjà pris des engagements, des leaders politiques, les premières dames. Donc tout ce que nous pouvons dire, c'est que vous encouragez de garder le cap.
ça veut dire aussi que votre communication a réussi. Un point m'a beaucoup intéressé là, c'est la décision du ministre africain d'étendre l'extension du projet Suède à tous les continents, parce qu'en fait, quand on a les mêmes problèmes, hein, on est quelquefois un peu jaloux là, du côté de Madagascar là-bas, mais ici, bon, comme je suis ambassadeur ici, donc je dirais donc on a presque le même problème. Donc c'est une décision que je dirais vraiment appropriée. Donc, monsieur le directeur, je ne vais pas être très long. Je vous souhaite, comme je l'ai dit tantôt, commence d'avancer. Je veux de bon courage, plein succès. Et je déclare donc que ce n'est pas encore clos au niveau de mon discours, mais parce qu'on va encore lancer le rapport pour la prochaine année. Donc cette partie de la session qui est close. Merci beaucoup.